Messieurs, dames, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette grande édition du jour que nous ouvrons avec la météo qui prévoit pour la matinée de demain la présence d'une dense poussière en suspension sur le pays avec réduction significative de la visibilité. C'est dans une présentation d'Ousmane Bawa. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Les conclusions avec Amadou Issoufou. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filengue, région de Tillabéri. L'état d'urgence a été proclamé dans le département de Filengue par décret 2020-79 PRN, MDN, MISPD, ACRMD du 24 janvier 2020 pour donner aux autorités administratives du département et aux forces de défense et de sécurité déployées dans la zone les pouvoirs légaux nécessaires pour protéger la population et garantir l'intégrité du territoire nigérien face à la menace terroriste. Devant la persistance de ce phénomène, le présent projet d'ordonnance est pris pour proroger cette mesure pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 4 février 2021 dans le département de Filengue. Ce projet d'ordonnance est pris en application des dispositions de la loi 2020-68 du 10 décembre 2020 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances partant l'intercession parlementaire et c'est après avis de la Cour constitutionnelle. Ce projet d'ordonnance est pris en application des dispositions de la loi 2020-68 du 10 décembre 2020 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intercession parlementaire et c'est après avis de la Cour constitutionnelle. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifiant et complétant l'ordonnance 2010-034 du 4 juin 2010 portant création d'un fonds de sécurisation de l'élevage fossile. Le sous-secteur de l'élevage occupe une place de choix dans l'économie du Niger. Il contribue à hauteur de 12% du PIB et les recettes des marchés à bétail contribuent à hauteur de 60% des recettes des budgets de collectivités territoriales. Malgré cette importance de l'élevage, les programmes d'investissement, aussi bien publics que privés, restent en deçà des opportunités offertes. Le fonds de sécurisation de l'élevage est destiné au financement des plans d'urgence en cas de sécheresse, de feux de brousse, d'inondations et d'épizooties d'une part et des actions de sécurisation des systèmes d'élevage et de prévention des crises pastorales d'autre part. Ainsi, il est apparu nécessaire de procéder à la modification des dispositions de l'ordonnance 2010-034 du 4 juin 2010 portant création d'un fonds de sécurisation de l'élevage fossile pour élargir le champ d'intervention de ce fonds au financement des campagnes de vaccination du cheptel en temps normal. Le présent projet de décret est pris conformément à l'article 103 de la Constitution et après avis de la Cour constitutionnelle. Au titre du ministère des Transports, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant appellation de l'aéroport de Difa pour honorer la mémoire de certaines personnalités qui sont illustrées au niveau national ou régional dans le domaine des sciences, de la culture ou de la politique. Certains bâtiments et monuments publics sont baptisés à leur nom. C'est le cas notamment de l'aéroport international Djoré Hamani de Niamey et de l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez. Le présent projet de décret a pour objet de baptiser l'aéroport de Difa qui prend désormais l'appellation de aéroport Mamadou Tanja de Difa. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant régime de la pêche et de l'aquaculture au Niger. Le sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture est régi depuis 1998 par la loi 98-42 du 7 décembre 1998 portant régime de la pêche au Niger. Après 22 ans de mise en œuvre, on relève que cette loi présente de nombreuses insuffisances, à savoir la non prise en compte de la commercialisation de produits halieutiques et l'absence de dispositions relatives au contrôle de qualité de ces produits.
En outre, il faut souligner que la loi en question ne prend pas en compte le volet aquaculture qui constitue pourtant un important levier économique dans le sous-secteur de la pêche. Ainsi, le constat qui se dégage est que le secteur de la pêche et de l'aquaculture reste globalement sous-encadré juridiquement. C'est dans cet esprit qu'interviennent les directives 03/2014 CM-IOMOA et numéro 04/2014 CM-IOMOA, instituant respectivement un régime commun de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches au sein de l'IOMOA et un régime commun de gestion durable des ressources halieutiques dans les États membres de l'IOMOA. En effet, les dispositions de ces deux textes font obligation aux États de l'espace communautaire de procéder à leur transposition de leur ordonnancement juridique interne. C'est pour prendre en compte les dispositions de ces deux directives que le présent projet de loi est initié pour fixer le régime juridique de la pêche et de l'aquaculture. Il vise à assurer une gestion durable du secteur dans sa globalité en vue de soutenir les objectifs de développement durable, la conservation de la biodiversité et la préservation des écosystèmes aquatiques. Ce présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Daouda Al-Gabit est nommé préfet du département de Saï. Au titre du ministère de la Santé publique, M. Alhaji Maman Isiaka, directeur administratif, matricule 58027U, est nommé inspecteur général des services au ministère de la Santé publique. Madame Mahadi Nana Aïcha Ayouba, docteur en soins infirmiers, matricule 72200Y, est nommée inspectrice des services au ministère de la Santé publique. Docteur Saleh Daouda, matricule 79006J, est nommé directeur général de la santé publique au ministère de la Santé publique. Docteur Hassan Abdel Nasser, matricule 74275L, est nommé directeur des immunisations au ministère de la Santé publique. Monsieur Souley Habou, docteur en soins infirmiers, matricule 66470P, est nommé directeur général adjoint de l'hôpital national de Niamey au ministère de la Santé publique. Docteur à la retraite Hamed Mamadou Kaou est nommé président du conseil d'administration du service d'aide médicale d'urgence SAMU au ministère de la Santé publique. Au titre du ministère des Transports, M. Jibo Mahamadou, ingénieur d'application en travaux publics, matricule 51728, est nommé conseiller technique du ministre des Transports. Au titre du ministère des Finances, M. Aboubakar Hamani Djouri, inspecteur principal des douanes, matricule 55665A, est nommé directeur de la comptabilité des études à la direction générale des douanes en remplacement de M. Moumoun Hamidou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. 2 communications du ministre de la Santé publique. La première communication est relative à la situation de la pandémie de la COVID-19. Stratégie de la riposte au 28 janvier 2021. Confinement total cas confinés 23 291. Total cas sortis du confinement 21 846. Total cas en cours d'auto-confinement 1445. Situation du point d'entrée d'Ayoru. La situation du point d'entrée d'Ayoru est sous contrôle. Situation du foyer de Covid-19 de Galmi. Le cumul de la région de Tawa à la date du 28 janvier 2021 est de 288 nouveaux cas positifs à la Covid-19, dont 29 décès. 51% des cas de la région sont enregistrés à Galmi. La mise en place du site de prise en charge des cas à Malbaza est planifiée avec l'appui de l'État et des partenaires. Et stratégie de prise en charge. Au total, 72 931 tests sont réalisés au 28 janvier 2021, à l'issue desquels on dénombre 4 414 cas confirmés, 3 622 sorties guéries, 1057 décès enregistrés, 695 patients actifs, 64 patients en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Défis et difficultés. Le défi majeur reste l'introduction dans les plus brefs délais de vaccins contre la COVID-19 au Niger
pour renforcer la prévention et la lutte contre la pandémie. La deuxième communication est relative au plan national de déploiement et vaccin contre la COVID-19 au Niger. Ce plan est à un stade très avancé de préparation. Une communication du ministre de l'Équipement relative à l'attribution des marchés publics passée par appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Louga PK30 Kotaki, y compris 10 km de voirie dans les villes de Louga et de Balayara. Ce marché d'un montant de 14 milliards 835 664 233 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributeur l'entreprise Mourey avec un délai d'exécution de 15 mois. Cette communication est faite en application des dispositions de l'arrêté 107 PM-RMP du 24 juillet 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics et des délégations de services publics qui dispose en son article 13 tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Avant de poursuivre ce journal, nous vous faisons lecture de ce communiqué de presse du médiateur de la République. L'ouverture imminente de la campagne électorale pour le scrutin du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 m'offre l'occasion de féliciter les candidats. Moment de profonde respiration démocratique quand elles sont bien comprises de tous les acteurs. Les consultations électorales peuvent également être des instants de passion pouvant entraîner la tenue de propos regrettables et la commission d'actes injustifiables dont s'encombre très mal le processus démocratique de notre pays. La médiation institutionnelle étant consubstantielle au jeu politique devenu de plus en plus clivant, l'organisation des élections devient ipso facto motif à en appeler au haut sens de responsabilité de tous les acteurs du jeu électoral afin que soit préservée la stabilité politique de notre pays déjà éprouvée par des crises multiformes, crises sécuritaires, sanitaires et humanitaires. En prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, célébrée le 30 janvier de chaque année, le ministre de la Santé publique a délivré un message cet après-midi. Message dans lequel le ministre Ahmed Boto salue les efforts engagés dans la lutte contre ces maladies au Niger et invite les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre les maladies handicapantes. Abdulaziz Issaka et Akote Waglassan pour le point. Les maladies tropicales négligées, communément appelées MTN, sont composées du trachome, de la schistosomiase, des vers intestinaux, de la filariose lymphatique et de l'onchocercose. Elles sévissent particulièrement dans les zones où l'accès à des services de santé de qualité, à l'eau potable et aux moyens d'assainissement est difficile. Ce sont des maladies qui impactent fortement le développement individuel et collectif des populations. Les personnes atteintes de handicaps et de déficiences à la suite d'une MTN sont souvent stigmatisées au sein de leur communauté, ce qui leur empêche d'accéder aux soins dont elles ont besoin et entraîne leur isolement social. Cette journée est dédiée chaque année au problème de MTN dans le monde pour sensibiliser davantage les populations sur les liens entre ces maladies et le développement. Face à cette situation, les autorités nigériennes ne ménagent aucun effort pour soulager les populations et vaincre ces maux. Dans ce sens, chaque année, c'est des médicaments d'une valeur d'environ 30 milliards de francs CFA qui sont distribués, en plus des autres mesures prises pour lutter de manière efficace contre ces maladies. Profitant de l'opportunité que m'offre cette journée, au nom de mon département, j'adresse particulièrement à son Excellence Al-Haji Ousseif Mahamadou, président de la République, chef de l'État, toute notre gratitude et notre reconnaissance pour l'appui et les orientations données dans la lutte contre les MTN, toutes choses qui permettent de restaurer la santé à des milliers de personnes et à leur redonner l'espoir de vivre autrement. À travers son message, le ministre de la Santé publique a également salué les efforts des partenaires de l'État qui œuvrent inlassablement aux côtés du gouvernement pour l'éradication de ces maladies
Il invite par ailleurs les populations dans cette lutte contre les maladies tropicales négligées à travers l'application des mesures simples d'hygiène dans leur foyer. Restons toujours dans le domaine de la santé avec les résultats des examens virologiques de ce jour, 29 janvier 2021, qui se présentent comme suit. 15 cas positifs, dont aucun chez les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyage et 15 alertes sur 235 tests réalisés à la COVID-19, dont 3 de sexe féminin, 12 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 2 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Tillabéri, 2 au niveau de la région de Tawa, 2 au niveau de la région de Dosso, 6 au niveau de la région d'Agadez, 2 décès enregistrés ce jour, répartis comme suit. 1 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, sur 73 166 personnes testées, 4 489 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 696 guéris, 159 décès, 634 cas actifs, 52 en hospitalisation dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Autre aspect de cette édition, le ministre de la Communication est en tournée dans les régions du Niger, une mission de travail qu'il a conduite dans la région de Dosso pour s'imprégner des conditions de travail des hommes de médias et apprécier les travaux d'installation des équipements numériques dans le cadre de la télévision numérique terrestre TNT. Salamatou Adamou, Harissou Garba. Il s'agit pour le ministre de la Communication, Boubacar Issif Jibo, à travers cette mission dans la région de Dosso, d'apprécier les conditions de travail du personnel de radiodiffusion et télévision publique et privée et surtout constater le fonctionnement des équipements de la télévision numérique terrestre TNT en cette phase de transition numérique. C'est ainsi que ces visites ont concerné d'abord le centre émetteur de Beningaouri où les installations de la TNT sont fonctionnelles avec des émetteurs de 200 watts chacun. Ensuite, les centres émetteurs TV de Dosso où les équipements de la TNT fonctionnent avec des émetteurs de 2 kW chacun. Pour le matériel analogique disponible, un émetteur de 2,5 kW et un autre d'1 kW permettent la diffusion des programmes de la radio régionale et nationale. Le ministre Boubacar Issif Jibo a aussi visité à Dosso la radio Farha, une radio privée créée en 2000 qui couvre un rayon de 130 km. Là, le ministre et sa délégation ont présenté les condoléances au personnel de cette radio suite au décès de son promoteur il y a quelques semaines. La radio-télévision Ténéré, qui assure les règles de diffusion de la dite télé, qui est incluse dans le bouquet de la TNT Niger. Et enfin, la station régionale de Dosso, après la visite des locaux, il a accordé un entretien en direct dans le programme de la radio locale pour expliquer les motifs de sa mission. À l'issue de toutes ces visites, le ministre Boubacar Issif Jibo fait la synthèse de sa mission dans la région de Dosso. En termes d'installation d'équipements, on a constaté que les équipements sont installés et il y a vraiment une volonté d'appropriation des bénéficiaires qui sont vraiment les différents organes. Il faut relever néanmoins des difficultés relativement à l'énergie et à l'environnement de ces sites où sont installés ces équipements. Au niveau du centre émetteur de Dosso, il n'y a pas beaucoup de soucis. Les équipements sont installés. Au niveau de la station, côté infrastructure, il n'y a pas de soucis. Il n'y a aucun problème relevé. Les locaux sont bien entretenus. Aussi bien les studios radio que la régie et même les bureaux. Les problèmes relevés, les problèmes de ressources humaines, on va instruire dès notre retour vraiment la direction générale de l'ORTN, prendre des dispositions pour faire un plan de carrière, mettre à la disposition des techniciens vraiment bien formés sur les nouvelles technologies
Après Birni Roussou, le ministre a aussi visité le CTV de Dogandouchi. Puisque les équipements de la TNT installés à Doussou sont fonctionnels, l'on peut dire que la migration vers le numérique se concrétise. Le matériel numérique remplace progressivement les analogiques pour produire et diffuser des images de qualité. La convention collective de la presse, objet d'une rencontre de 2 jours à Niamey avec les promoteurs et employés des médias publics et privés, a pris fin sur une note de satisfaction. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication qui a présidé les travaux de clôture de ces assises. Compte rendu, Sadou Ino Ali et Nana Mariama Moutari. Des échanges sans tabou ont eu lieu entre employeurs, employés des médias publics et privés et les structures concernées sur la nécessité de la convention collective de la presse qui, 10 ans après son élaboration, peine encore à être signée. Cette rencontre vise donc à faciliter l'effectivité de cette convention collective pour la presse au Niger. Les échanges fructueux et l'implication pleine et entière des uns et des autres permettront, j'en suis sûr, de booster ce processus. Vous êtes en effet mieux outillés désormais quant à l'appropriation du projet de cette convention et de ses enjeux. À cet égard, vous en savez plus dorénavant sur l'intérêt et les avantages en particulier de la convention collective de la presse. Les conclusions pertinentes de ces 2 journées d'échange seront, vous le savez, soumises au comité technique et au gouvernement qui vont les examiner avec la plus haute attention et la plus grande célérité. À ce niveau, toutes les parties prenantes ont exprimé leur accord. L'espoir est donc permis pour la signature très prochaine de la convention collective de la presse. Il y a eu des avancées majeures parce qu'il y a un projet qui était consensuel, qui est issu de différents débats, de différentes discussions. Les promoteurs n'ont jamais dit qu'ils ne signent pas la convention. Mais ils disent qu'avant la signature de cette convention, ils ont des préoccupations majeures qu'il faut prendre en compte pour leur permettre justement d'être à l'aise dans l'application, n'est-ce pas, de cette convention. On peut signer aujourd'hui, mais pour la mise en œuvre, on donne un an aux promoteurs et même aux travailleurs aussi, chacun en fonction de ses obligations contractuelles pour qu'ils puissent s'acclimater, c'est-à-dire pour qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles conditions de travail. Il est permis de croire qu'Inch'Allah bientôt on aura la convention collective de la presse, si compte tenu en tout cas des prédispositions d'esprit que moi j'ai vues. Cette rencontre aura ainsi rempli sa mission. Elle a permis aux uns et aux autres de mieux cerner le contour de la question, conditions permettant d'aboutir à la signature de ces précieux documents pour la presse nigérienne. La tenue des audiences publiques des chambres criminelles était hier au centre d'une rencontre à Maradi entre acteurs impliqués dans l'organisation des audiences au niveau du tribunal de grande instance de Maradi. Le point avec Sandana Taï et Nassir Nakakali. Présidée par le procureur Henri Martin Mokhtar, cette réunion qui regroupe tous les acteurs de la justice se veut un cadre d'échange et de réflexion sur la redynamisation du fonctionnement du tribunal de grande instance de Maradi. Elle s'inscrit dans le cadre de la réforme imprimée à la tenue des audiences publiques des chambres criminelles. Le ministère de la Justice a initié une réforme qui consiste à supprimer les assises que les gens connaissaient et qui ne se tenaient que souvent une fois toutes les 2 années. Cette réforme vise essentiellement le décongestionnement des différentes juridictions et des différentes maisons d'arrêt. Et pour que cette réforme soit menée à bon point, il faut nécessairement que tous les acteurs qui sont impliqués et qui sont concernés puissent être mis devant leurs responsabilités afin que tous les actes qui sont attendus d'eux soient effectués avec toutes les diligences nécessaires. Les officiers de police judiciaire, les huissiers de justice, les juges au tribunal, les juges d'instruction, les responsables de la santé publique, notamment les experts psychiatres et les chirurgiens, d'exposer toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions
adéquate. Au terme de ces échanges fructueux entre acteurs, des recommandations ont été formulées et un canevas de travail a été tracé. Aux endroits des justiciables, nous leur demandons de bien vouloir répondre à l'appel du tribunal pour leurs propres intérêts et pour l'intérêt de la justice. Il y en a qui copient dans les maisons d'arrêt par leur défaut de répondre. Parfois, c'est la faute de leur comparution. On reprend et on reprend. Difficultés liées aussi à nos différents cabinets, on a pris acte. Pour les cas plus graves de criminalité, c'est directement le CHR qui a la charge de délivrer ces différents certificats en cas de réquisition. Il y a des engagements qui sont pris et à chaque 3 mois, on va se revoir pour essayer de voir l'état de mise en œuvre de ces différentes recommandations. Si chacun à son niveau a pu s'assumer. En un mot, les participants se sont réjouis de la qualité des résultats des travaux de cette rencontre. À Agadez, pour parler de cette cérémonie de remise officielle ce matin d'attestation de fin de formation aux élèves de la garde nationale du Niger. C'était en présence du gouverneur de la région, Moussa Efalaï Mahamadou Adamou. Ils sont 40 élèves de la garde nationale dont l'âge varie entre 20 et 25 ans à recevoir des mains du gouverneur de la région d'Agadez, Sadoussou Loké, et des membres de la délégation qui l'accompagnent des attestations de fin de formation en matière de maintien et rétablissement de l'ordre public. Cet exercice de la formation qui, une semaine durant, a permis à cette première vague d'élèves garde nationale à la fleur de l'âge de subir avec toute l'attention requise toutes les différentes techniques et de manière simple le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Un réel motif de satisfaction exprimé par le commandant région de la garde nationale d'Agadez, le colonel Alio Matani. Aujourd'hui, on se réjouit vraiment de cette formation et je remercie vraiment, j'en félicite les formateurs et j'en félicite encore les élèves gardes qui ont suivi avec une attention particulière toute cette formation. Aujourd'hui, on se rassure qu'au moins nous avons une première vague qui a été formée. Et il y a d'autres vagues encore qui vont suivre. Nous avons suivi pas à pas tous les modules dispensés donc à ces élèves gardes. En effectuant les déplacements, le gouverneur de la région d'Agadez, Sadoussou Loké, a vivement encouragé et félicité cette promotion 2020 qui embrasse cette noble carrière. Nous sommes là ce matin pour venir vous encourager, pour venir vous féliciter et vous demander d'être digne de cette carrière qui s'ouvre devant vous. Le gouvernement de la République, sous les orientations du président de la République, a bien voulu autoriser ce recrutement spécial pour vous, en accord avec les leaders locaux, chefferies traditionnelles, conseillers et autres leaders de la région. Vous bénéficiez donc de ce recrutement pour défendre la République et la région. Nous comptons beaucoup sur vous, beaucoup, pour réduire l'insécurité dans cette région et protéger notre pays. C'est donc une chance que le gouvernement vous donne d'intégrer ce corps noble. Je souhaiterais que vous soyez à la hauteur de cette confiance placée en vous et que la région d'Agadez, avec votre arrivée, améliore nettement, significativement ces questions de sécurité. Une démonstration alléchante des éléments de la garde nationale en fin de formation sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public devant les autorités régionales a mis fin à cette cérémonie. Écho des régions toujours avec cette rencontre hier à Tawa sur la tournée de vulgarisation du plan d'intervention régionale dans les départements frontaliers de la région de Tawa sous le thème « Engager les communautés dans la gestion des frontières au Niger ». Cette rencontre est organisée par l'Organisation internationale de la migration. Compte rendu Bachir Karimoun et Mohamedou Agoumou.
À l'issue de l'exercice de simulation effectué le 26 novembre dernier par le Conseil régional de sécurité CRS de la région de Tawa sur la gestion des crises frontalières, un plan d'intervention régional a été adopté le 21 janvier dernier. C'est ce plan qui fera l'objet de vulgarisation dans les 5 départements frontaliers de la dite région, à savoir Madawa, Malbaza, Konni, Tilia et Tassara. Et le lancement a eu lieu ce mercredi 27 janvier 2021 dans la salle de réunion de la mairie du département de Madawa en présence des représentants de l'OIM et des autorités régionales et départementales. Votre présence parmi nous en témoigne de l'intérêt particulier accordé dans le cadre de la gestion des crises au niveau régional et local afin de vulgariser le plan d'intervention régional à l'intention des membres du conseil départemental de sécurité de Madawa. Nous sommes là, comme l'accoutumée, d'appuyer, de continuer notre assistance à travers quand même d'être aux côtés du gouvernement pour que ces activités, là où nous pouvons quand même être utiles, pour que les objectifs visés par les autorités qu'ils puissent être atteints. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa, Ibrahim Miko, a dans son discours d'ouverture fait cas de l'importance toute particulière qui revêt une telle initiative à l'endroit des plus hautes autorités de la 7e République et exhorte les participants à être assidus et attentifs tout au long de cette rencontre. Au cours de cette rencontre, vous serez appelés à traiter ici en salle même d'un exercice de simulation faisant cas d'un déplacement massif des populations d'un pays voisin suite à un conflit tribal chez eux, dans le but d'apprécier la réaction que vous, en tant que membre d'un CDS, envisagez concernant la mobilisation des ressources et les différentes interventions en vue de gérer efficacement la crise. Je vous exhorte à être assidus, attentifs et assurer une participation à la hauteur des attentes et des objectifs visés à travers la tenue de cette rencontre. Il faut enfin préciser que cette tournée de vulgarisation du plan d'intervention régional qui durera une semaine permettra aux participants non seulement de renforcer leurs capacités en matière de gestion des crises frontalières, mais aussi leur servira de base pour l'élaboration d'un plan d'intervention départemental PID qui servira de document de référence pour les différents départements frontaliers de la région de Tawa. Signature à Zender d'un protocole cadre entre l'ONG internationale Oxfam et l'université de Zender. Les deux parties se mettent ensemble pour apporter des réponses efficaces et durables aux défis en lien avec l'employabilité des jeunes. Précision Matotouraki et Maman Ousmane. Les recteurs de l'université de Zender, Mohamed Bazamfari, et le directeur pays par intérim de l'ONG Oxfam, Chiroma Ali Amadou, ont procédé ce jeudi 28 janvier 2021 à Zender à la signature de ce protocole cadre de partenariat pour une synergie d'action. En effet, les deux parties conviennent d'allier leurs efforts afin d'identifier les problèmes de mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. Le recteur de l'université de Zender est confiant pour le succès du partenariat. Nous sommes très confiants. Naturellement, ce n'est qu'un début et nous espérons que le partenariat avec Oxfam va se renforcer à l'issue de ce protocole d'accord qui va durer un an. Un an après, au 31 décembre 2021, nous allons faire le bilan et nous pensons que après, il y aura d'autres perspectives encore beaucoup plus larges, beaucoup plus grandioses et beaucoup plus dynamiques. Pour une durée d'un an, ce projet pilote d'envergure nationale est financé par Oxfam à hauteur de 85 758 €, soit un peu plus de 56 millions de francs CFA. Le directeur pays par intérim d'Oxfam mise sur l'innovation pour réussir ce pari. Cette étude va nous permettre de voir quels sont les problèmes de l'emploi de jeunes ou bien des sous-emplois de cette jeunesse-là. Nous inscrivons dans le cadre de l'innovation parce que il y a encore plusieurs études qui ont démontré que la plupart des ONG ou de certaines structures, ils sont toujours dans la routine. Donc il faut casser la routine, il faut aller dans le sens de l'innovation et parce que c'est ça, on pense que l'impact sera beaucoup plus important. A noter qu'auparavant, les participants ont eu droit à une brève présentation sur l'université de Zender et le projet inclus respectivement par le secrétaire général de l'institution et le responsable chargé du programme de l'ONG.
Le programme international d'éveil pour enfants officiellement opérationnel. Le lancement officiel a eu lieu mercredi dernier à Difa. C'est le préfet du département de Difa qui a présidé la cérémonie marquant le démarrage des activités de ce programme. Compte rendu Abdurrahman Boukari et Abdurrahman Majiri. 3, 8, 9, 4, 6, 1, 5, 9, 7, 2, 9, 4, 7, 2, 8, égale 84. 84, c'est ça? Très bien. La cérémonie qui consacre ainsi le lancement officiel du programme international d'éveil pour enfants Yousimasa, intervenu ce mercredi 27 janvier 2021 dans l'enceinte de la Chambre régionale d'agriculture, s'est déroulé sous la présidence du préfet du département de Difa. C'était en présence du maire de la commune urbaine de Difa, du directeur général de Yousimasa Niger, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs et des cadres régionaux et départementaux en charge de l'enseignement tous cycles confondus. Ainsi, au chapitre des allocutions prononcées à cette occasion, outre celle de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Malambra Mamadou, l'on retiendra également celle du directeur général de Yousimasa Niger, qui est intervenu pour brosser à l'assistance à la quintessence de ce programme dans toutes ses dimensions. Il s'agit d'un programme d'éveil et de renforcement de capacités pour les enfants âgés de 5 à 13 ans, qui a vu le jour depuis 1993 en Malaisie et qui est aujourd'hui présent dans exactement 82 pays, où nous avons entraîné pas moins de 6 millions d'élèves à développer des aptitudes comme la rapidité, la concentration, l'imagination, la précision, la confiance en soi. L'objectif du programme, c'est le développement mental des enfants, la stimulation des capacités des enfants. Parce qu'il faut le savoir, comme la science nous apprend quelque part que le cerveau est l'outil le plus performant au monde. Mais ce cerveau reste un muscle. Et étant un muscle, il a naturellement besoin d'entraînement, d'exercice et de stimulation. Et c'est ce que nous faisons à Yousimas. Ces élèves sont aujourd'hui plus performants à l'école. Ces élèves peuvent aujourd'hui écrire même les yeux fermés. Ces élèves sont aujourd'hui plus rapides qu'une calculatrice. Ces élèves sont désormais des champions. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce concept est universel. Une initiative hautement soutenue et appréciée par le préfet du département de Difa dans sa note de lancement. Tout ce qui est possible pour que le système éducatif bouge, pour que le système éducatif s'améliore, est quelque chose que les autorités de la 7e République cherchent et veulent appliquer pour les élèves nigériens. À noter que la démonstration qui s'en est suivie, ponctuée par des questions d'éclaircissement auxquelles des réponses appropriées ont été apportées, a donc dans l'ensemble permis aux parterres de participants de cerner tous les contours liés à ce programme international d'éveil pour enfants. Volet reportage dans ce journal, les mois de janvier et de février sont des périodes de vent intenses sur tout le pays, des vents généralement accompagnés de certains aléas pouvant occasionner des incendies dans les habitations, mais aussi des feux de brousse. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter la recrudescence de ce phénomène? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïchatou Bawa, Suleiman Wali et Habibou Abdurrahman. C'est un constat préoccupant depuis quelque temps dans la capitale Niamey et un peu partout dans les autres régions du pays. Nous assistons à une recrudescence des incendies domestiques mais aussi des feux de brousse. Un phénomène qui engendre d'importants dégâts matériels et des fois des pertes en vies humaines. Cette situation est occasionnée par plusieurs facteurs aussi bien naturels qu'humains. Janvier-février, cette période d'harmattan, est une période qui est propice au départ des feux pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une saison pendant laquelle il vente beaucoup, il fait froid et les populations ont tendance à se réchauffer pour chercher donc du confort. Et généralement, c'est quand les feux nus échappent au contrôle humain qui deviennent des incendies. Et des incendies, que ce soit les feux de brousse, que ce soit les incendies dans les habitations. Et vous savez que notre pays est un pays de pasteurs. Nous avons des pâturages pour les animaux. Et souvent, nous avons malheureusement des départs de feux de brousse qui détruisent le couvert végétal
et les aliments pour donc notre bétail. Au vu de la recrudescence de ces incendies ayant des incidences négatives sur la vie socio-économique, des mesures préventives doivent être prises pour circonscrire cette fréquence d'incendie. Au niveau du groupement national des sapeurs-pompiers, tout comme à la direction nationale de la météorologie, toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Nous sommes des secours organisés dans les chefs-lieux des régions, nous sommes dans les chefs-lieux des arrondissements et nous avons des unités qui sont organisées pour intervenir en cas d'incendie et pour d'autres accidents notamment. Quand vous prenez la ville de Niamey, nous avons à peu près 5 casernes. Et toutes ces casernes sont opérationnelles et interviennent 24 heures sur 24. Des feux de brousse que nous suivons actuellement parce que nous avons des outils pour les suivre. Aujourd'hui, on peut vous dire pratiquement sur l'Afrique. Actuellement, s'il y a un feu on a des équipements pour ça, pour savoir s'il y a un feu qui est en train d'évoluer quelque part, même pas au Niger, même en dehors. Pratiquement chaque heure ou chaque 15 minutes, on peut dire s'il y a un feu. On est à même de faire les statistiques des feux et d'indiquer même s'ils veulent aujourd'hui où nous avons le feu. Mais pour le moment, on ne fait pas les prévisions de ces feux-là, mais on peut les suivre et faire les statistiques, n'est-ce pas, avec les outils que nous avons. Et donc nous, en tout cas, nous disposons ici à la météo d'aider, n'est-ce pas, à appréhender cette question des feux, c'est tout ce qui est des feux de brousse. Pour réduire considérablement cette fréquence d'incendie, le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers fait appel au sens de responsabilité et de civisme des populations. À l'endroit donc des ménagères, nos femmes, nos mères et nos sœurs pendant cette période, lorsque vous finissez la cuisson des aliments, il faut s'assurer que le foyer est éteint. Il faut également faire en sorte que les enfants ne jouent pas avec les feux nus. Pour ceux qui utilisent des cuisinières également, c'est très facile, il faut utiliser une serpillière, la plaquer contre le foyer, fermer sa bouteille, fermer la cuisinière et le feu est éteint. Toujours est-il qu'il faut s'assurer que le feu qui a été utilisé pour la cuisson ou un autre usage est éteint pour qu'il ne puisse pas se propager et occasionner donc des incendies. Pour nos concitoyens qui voyagent, lorsqu'ils campent dans la nature et qu'ils utilisent le feu, qu'ils s'assurent que le feu a été éteint avant leur départ. Pour les fumeurs, il faut éviter donc de balancer des mégots de cigarettes dans la broussaille parce que ça peut occasionner des départs de feu. Le service météorologique prévoit pour les semaines à venir une persistance de vent accompagnée de poussière sur tout le territoire. La vigilance doit donc être de mise pour éviter ces incendies et le feu de brousse. Merci Achatou, c'est bien noté. Journée de mobilisation sociale en faveur des élections pacifiques et apaisées au Niger, mercredi dernier à Tchitambaraden, région de Tawa. Cette rencontre est organisée par SOS Civisme en collaboration avec l'Union européenne. Détail Taïrou Hassan Abdelkader et Aboubakar Sadou. La présente journée de mobilisation sociale en faveur des élections pacifiques et apaisées au Niger, organisée autour d'un match de football couplé à une soirée culturelle d'échange, s'inscrit dans le cadre du projet éducation civique et mobilisation sociale en faveur des élections transparentes, inclusives et apaisées au Niger, de l'ONG SOS Civisme Niger sur financement de l'Union européenne. Le match de football, certes perçu par beaucoup de personnes comme étant un sport, et à notre avis, une compétition à l'image d'une compétition électorale à l'issue de laquelle un gagnant et un perdant se dégagent et à la fin, et que les équipes et leurs supporters doivent accepter les résultats, à défaut recourir aux instances compétentes. Une initiative fortement saluée par le secrétaire général de la préfecture de Tchintbaraden, particulièrement en cette période où l'État s'apprête à organiser le deuxième tour des présidentielles le 21 février prochain. Votre initiative est d'autant plus pertinente
qu'elle intervient au moment où le gouvernement du Niger s'est engagé résolument dans l'organisation des élections locales, législatives et de la présidentielle, en vue de doter notre pays d'institutions démocratiques et légitimes. Cette journée de mobilisation sociale cadre parfaitement avec les priorités de plusieurs autorités du Niger, au préalable desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qui dans son programme de naissance Acte 2 s'est engagé à poursuivre la consolidation des institutions démocratiques comme une de ses 8 priorités. La première activité rentrant dans le cadre de cette journée de mobilisation en faveur des élections apaisées au Niger a été le match de football qui a opposé l'équipe Amanok FC à la garde nationale. Le match a pris fin sur le score de 2-0 en faveur de Amanok FC, donnant droit à une coupe plus une enveloppe de 50 000 francs CFA. L'équipe vice-championne a elle bénéficié d'une enveloppe de 30 000 francs en guise d'encouragement. Toujours dans le cadre de cette journée de mobilisation, une soirée culturelle a été organisée au niveau de la MJC de Tinta, une soirée riche en couleurs qui a vu la participation des jeunes ici des différents partis politiques. À Zender, les centres de santé intégrés de la commune rurale de Walelewa, dotés en équipements, médicaments et moyens roulants. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie de réception de ces équipements. Kader Nana Balkissa et Loli Ouseni nous en disent plus. Le secteur de la santé est l'un des secteurs clés, le premier à bénéficier des retombées du recouvrement de la taxe professionnelle de la SORAS dans la commune rurale de Walelewa. La présente cérémonie consacre la remise des moyens roulants, équipements et médicaments acquis à hauteur de 698 millions de francs CFA, soit 20% des 3 milliards de francs CFA. Courant 2020. Le gouvernement de la République du Niger, avec en tête le président de la République, son Excellence Alain Issoufou Mahamadou, ont collecté auprès de la SORAS, à travers le ministère des Finances, la Direction générale des impôts, Direction générale des grandes entreprises, Direction du budget et Direction du trésor, 3 milliards de francs CFA qu'ils ont remis à la disposition de la commune de Walelewa. On l'a réparti comme suit. Éducation nationale, 20%, soit 698 millions. Santé publique, 20%, soit 698 millions. Hydraulique, 20%, 698 millions. Agriculture, 10%. Élevage, 10%. Environnement, 10%. Et le reste, 10% répartis entre la jeunesse, la femme, etc. et le fonctionnement. Ainsi donc, la cérémonie d'aujourd'hui, c'est de mettre le matériel, les 698 millions de la santé publique à monsieur le SG du gouvernorat. Un exemple d'investissement à encourager selon le secrétaire général de la région. Les matériels pour équiper les différents centres de santé, mais également les médicaments qui ont été acquis vont directement, normalement, profiter à la population. Et c'est pourquoi je tiens non seulement à saluer le travail accompli par nos différents services techniques, mais également la mairie de Walelewa, l'ensemble des conseillers, le conseil municipal, avec à la tête son exécutif, monsieur le maire, en tout cas pour la parcimonie avec laquelle vous avez essayé de travailler pour que les différents projets puissent profiter à la population de Walelewa. À ces 4 ambulances, 7 motos, équipements et médicaments s'ajoutent 8 chantiers de centres de santé intégrés. Occasion pour le directeur régional de la santé publique Abou Yahya de remercier la mairie de Walelewa pour ce geste qui contribuera à rapprocher davantage la population au service de santé. Revenons à Niamey où l'ONG Femmes, Action et Développement FAD a initié ce matin à Niamey une rencontre avec les leaders politiques et les femmes candidates. Des discussions riches ont caractérisé cette rencontre à l'issue de laquelle plusieurs pistes de solutions ont été proposées pour l'épanouissement de la femme et son combat politique. Loli Moutari Menassara et Azira Biou pour le point.
Initiative après initiative, l'ONG FAD, toujours dans l'optique de rassembler et d'insuffler une vision politique aux femmes, a décidé de les réunir avec les hommes politiques autour d'un déjeuner. La coordonnatrice de l'ONG Femmes Action et Développement a brièvement rappelé dans son intervention les actions déjà entreprises par sa structure avant de mettre l'accent sur la bravoure des femmes candidates lors des élections précédentes. La cérémonie qui nous réunit en ce jour est une occasion pour réitérer les engagements que nous avons pris l'un envers l'autre, mais également une occasion pour féliciter les femmes politiques pour leur bravoure. Nous avons eu à observer les élections locales, législatives et présidentielles, premier tour à l'occasion desquelles nous avons pu constater un engouement particulier des femmes. C'était une première au Niger de voir autant de femmes électrices, mais aussi candidates. En effet, des millions de femmes sont sorties exprimer leur voix à travers les urnes et des milliers d'entre elles ont prouvé leur bravoure en portant leur candidature en allant conquérir le terrain. Une conquête particulièrement difficile, très difficile, compte tenu des différents défis enregistrés par le processus électoral de cette année. Madame Idena Fissatou a enfin lancé un appel aux hommes politiques tout en les invitant à respecter les engagements pris lors de la signature de leur convention. Il nous a été permis de constater que dans certaines localités, nombreuses sont les femmes qui ont pu mobiliser les voix nécessaires à l'obtention des sièges, mais certains de vos représentants départementaux et communaux, n'ayant pas les mêmes appréciations que vous, ont préféré les limiter au siège minimum octroyé par le quota. Au-delà, les femmes ayant été élues, nous vous invitons également à porter un regard particulier sur celles qui ont défendu ardemment les couleurs de vos partis, car elles ont aussi du mérite. Ensuite, tour à tour, les leaders politiques ou leurs représentants ont pris la parole, certains pour des propositions et d'autres pour des impressions. L'ONG FAD a aussi donné l'opportunité à quelques femmes candidates qui ont battu campagne de partager leurs expériences, autrement dit les difficultés rencontrées et les facilités accordées par l'ONG ainsi que ce qu'elles pensent de ces scrutins. La fin de cette rencontre a été marquée par la remise des cadeaux à certaines femmes qui se sont fait distinguer par leur témérité et leur engagement politique. Politique dans ce journal avec cette déclaration de soutien. La rédemption pour le salut de la patrie, RSP Adili, a rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, le parti du président Mamadou Talata Doula apporte son soutien au candidat du PNDS Tarea, Bazoum Mohamed, au second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Compte rendu Hassimi Abdoulaye et Hassan Moussa. Après avoir fièrement représenté les couleurs du parti lors des élections locales, présidentielles et législatives, les militants du RSP Adili se sont réunis cet après-midi autour de leur président Mamadou Doula Talata pour afficher ensemble la position du parti au second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Ce jeune parti ayant mobilisé les militants à travers tout le Niger se dit guidé par des principes directeurs pour le bien-être des populations nigériennes. Nous, militantes, militants du RSP Adli, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, décidons d'apporter notre soutien au candidat du PNDS Tarea. Ce choix se justifie par la qualité des échanges et les ambitions communes nourries par nos deux partis, avec pour seul dénominateur commun l'émergence du Niger. Aussi, le président du RSP Adili, Mamadou Talata Doula, a lancé un appel à tous les militants pour voter Bazoum Mohamed le 21 février prochain. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 5 sur 90 dénommé Souji. Le tirage s'est